Jonas rentre du boulot pour la dernière fois. Après 47 années de dur labeur, son patron l'a raccompagné vers la sortie, ce qui ne ravit pas ce dernier suffisamment vaillant pour continuer de se rendre utile. Mais il doit bien se rendre à l'évidence, il ne peut pas y rester jusqu'à sa mort. Il est temps pour lui d'essayer de savourer cette retraite. Seulement voilà, 47 années en ne voyant son épouse que le soir l'a fait oublier que cette dernière avait une passion dévorante pour les animaux. Elle en a beaucoup et ramasse les chats errants afin de leur offrir un nouveau foyer. Jonas, jusqu'à présent, ne s'en rendait pas compte, mais ce soir il est de mauvais poil et voit bien que le hobby de sa femme est envahissant et le fait qu'un nouveau greffier se soit installé ce soir le met en rogne. La pauvre Anita se voit rembarrée par son bourru de mari alors qu'elle lui avait concocté une surprise pour fêter sa retraite. Pas sûr qu'il aurait apprécié de partager sa table avec des sacs à puces. La solitude lui a fait perdre les pédales durant toutes ces années et elle traite ses animaux comme ses propres enfants, servant au chien un steak pendant que Jonas doit savourer un fade petit déjeuner à base de flocons d'avoine. Bon, Jonas ne se laisse pas abattre, il doit apprendre à vivre avec et surtout passer le temps en s'abrutissant de tâches diverses. Son entourage a remarqué depuis longtemps qu'Anita passait le plus clair de ses moments de libre à discuter avec les animaux. Malheureusement, Jonas n'a jamais prêté attention à sa femme, assurant de quoi les faire vivre tous les deux, mais sans aucun moment de complicité ni même d'attention. Chacun s'est perdu dans sa routine et il semble difficile de remonter la pente en essayant de créer de vrais liens qui jusqu'ici étaient artificiels. Jonas découvre sa femme de jour en jour et ne peut que constater que 47 années de négligence affective aura eu raison de la santé mentale d'Anita qui semble ne plus pouvoir dissocier les animaux des hommes. Jonas perd la boule à son tour et les frasques de son épouse ne vont pas aider. La communication est définitivement rompue et ce dernier sombrera dans la folie, allant jusqu'à développer une passion des plus macabres, signant le divorce non seulement avec sa femme mais avec la morale et le sens commun. Cet épisode bien qu'humoristique nous montre les déviances d'un couple incapable de communiquer et la fin bien que surprenante ne l'est pas vraiment au regard de ce que vit Jonas. Amoureux des animaux, s'abstenir ou alors se munir d'une bonne dose de second degré comme il est de coutume en regardant cette série. L'épisode démarre par la fin, un homme arrive, hagard, dans un poste de police, traînant derrière lui ce qui semble être un cadavre et déclare aux agents qu'il va mourir et que l'homme qu'il trimballe est responsable de sa mort. De quoi intriguer nos policiers. George Gatlin travaille avec deux collaborateurs, Pac Brightman et Sophie Wagner, sur l'élaboration de la cellule H24, une cellule hybride révolutionnant la médecine. George est doté d'une arrogance sans nom, faisant de lui un Jean Foutre, plus intéressé par son image auprès de la presse et des lauriers que cela pourrait lui rapporter, que de véritablement plancher sur le projet qui n'en est qu'à ses balbutiements. La dernière bourde de ce dernier est d'avoir convoqué la presse afin de leur dire que la cellule H24 était opérationnelle, ce qui est évidemment faux. Il compte gagner du temps en faisant cela, ce qui ne sera pas du goût de Sophie et Pac qui en ont plus que soupé de l'irresponsabilité de leurs collègues. George rappelle à Pac que si le projet est en train de prospérer, c'est grâce à son concours et le fait qu'il ait réussi à obtenir des financements pour cette recherche. Pac n'est pas de cet avis et ne voit pas l'aspect pécunier, seulement une recherche importante qui changera le cours de la science. Les deux hommes ne sont plus sur la même longueur d'onde et Sophie prendra le parti de Pac. George joue de son charme pour mettre Sophie dans sa poche et pas que. Ils ont eu une relation dans le passé et il entend bien raviver la flamme, quitte à lui forcer la main. Elle tombera momentanément dans le panneau jusqu'au lendemain matin où, comme tous les jours, elle devra jouer les infirmières pour George en lui inoculant son insuline, incapable de le faire lui-même, sauf que cette fois-ci, elle lui injecte une dose de H24, Brightman lui ayant donné le mauvais flacon. Panique! George se voit déjà mort car non seulement la cellule n'a été testée que sur des rats, mais en plus de ça, une dose élevée lui a été donnée. Se sachant condamné, il souhaite savoir ce qui va lui arriver et le coup près tombe. Quand les cellules H24 vont se répandre, il va se mettre à avoir des tumeurs sur tout le corps. George va se sentir de plus en plus mal et commencer à avoir des hallucinations. Il va chercher du réconfort auprès de Sophie qui n'est pas présente et va tomber sur un message vocal de Pac disant qu'il avait des remords concernant l'insuline de George, même s'il l'avait mérité. Ce qui, bien entendu, le mettra hors de lui. Il ira rendre une petite visite de courtoisie à Pac, lui injectant à son tour une dose de H24 qui finira par le tuer. George est lui toujours en vie, mais pour combien de temps? Va-t-il réellement mourir? Voulait-on simplement lui faire payer son arrogance? Un canular qui tourne au drame après que Carl ait fait croire à son frère Martin que les morts pouvaient revenir à la vie, ce qui évidemment est faux, et la petite amie de Carl qui devait jouer les mortes se réveillera soudainement, foutant une trouille bleue à Martin. Nos deux protagonistes sont des étudiants en médecine, et ce genre de blague est monnaie courante, sauf qu'ici, Martin accuse le coup, et quelques secondes après la révélation du gag, il fera une attaque cardiaque, le rendant par la suite hémiplégique.
Martin a la rancune tenace et on peut le comprendre. Les relations avec Carl ne sont pas au beau fixe et ce dernier compte se débarrasser de son frère, occupé à faire des recherches sur l'endorphine et sur l'activité cérébrale même après la mort, au profit d'un poste d'enseignant, ce que Martin refuse tout net. Il décide de lui montrer ses dernières trouvailles en trinquant avec lui, absorbant un whisky plus que frelaté, puisque Carl ressentira ce que son frère a ressenti quelques années en arrière. Son corps commence à se raidir et à convulser. Martin va abréger les souffrances de son frère en lui injectant une bonne dose d'endorphine. Carl semble être conscient et tente de parler à Martin qui lui ne l'entend pas. Ce dernier va lui faire passer un électrocardiogramme qui va s'avérer plat, faisant prendre conscience à Carl qu'il est bel et bien mort, mais que son cerveau, lui, vit encore et qu'il est de ce fait capable d'user de ses 5 sens. À partir de ce moment-là, nous entendrons toutes ses pensées et ses peurs. Carl est en panique totale et Martin s'en amuse beaucoup car il sait que son frère, même mort, demeure conscient de ce qui lui arrive. Il est temps désormais de le mettre dans la chambre froide, pas la morgue classique que l'on s'imagine, mais un frigo où Carl finira suspendu à un crochet. Le cauchemar ne s'arrête pas là car il va se faire vider de son sang et autopsier devant une poignée d'élèves par son propre frère. L'angoisse est à son plus haut niveau et Carl ne sait pas si cet horrible calvaire va finir par s'arrêter. Martin aura-t-il pitié de lui et le laissera-t-il mourir en paix? Un bon petit épisode avec un beau Bridges dans un rôle de cinglé comme on aime le voir, une sensation d'asphyxie tout le long de l'épisode, même à son dénouement. C'est pour sûr un épisode pour se faire peur. Lou Paloma et Irene forment un couple ordinaire. Pendant que cette dernière prépare le repas, son mari arrive plus tôt que prévu. Il s'est fait virer de son boulot de livreur de pizza et doit se mettre à la recherche d'un nouvel emploi. À voir sa mine patibulaire, on sait d'office qu'il cherche à préparer un coup, ne lui reste plus qu'à trouver la bonne occasion. Lou reçoit un appel de son assurance vie lui informant que s'il ne paye pas sa mensualité, ils devront clôturer le contrat, ce qui lui ferait perdre une coquette somme. Il ne lui en faut pas plus pour avoir une idée de génie qui réglerait tous leurs problèmes, mais pour ça évidemment, ils vont avoir besoin de faire jouer certaines relations. Une en particulier, son petit frère Billy, travaillant comme médecin légiste. Vous commencez à piger? Lou insiste pour que son frangin participe à son escroquerie, le faire passer pour mort, ce qui rapporterait à sa femme et donc lui avec 250 000 $ x 2 en cas de mort violente. Irene et Billy refusent cette idée délirante, mais on ne dit pas non à Lou Paloma. La mise en scène, bien que grotesque, fonctionnera, chacun jouera sa partition. Le couple a été cambriolé et la pauvre Irene a retrouvé son mari mort, elle a donc appelé son beau-frère qui est médecin, logique. Pour plus de réalisme, Lou enjoint son épouse à l'assommer en lui racontant des horreurs pour qu'elle passe ses nerfs sur lui. C'est finalement Billy qui perdra patience et assénera des coups de tisonnier sur la tête de son frère, ne supportant pas la façon dont il s'adresse à Irene. La police arrive et il n'y voit que du feu. Et en parlant de feu, il est temps d'organiser la crémation et l'inévitable arriva, Irene et Billy se rapprochent au nez et à la moustache de Lou qui attend patiemment qu'on le sorte de sa boîte. Le plan a fonctionné, il ne reste plus qu'à attendre patiemment d'encaisser l'argent et à Irene de jouer les veuves éplorées. Billy encourage son frère à mettre les bouts et à partir prendre du bon temps et faire de la chirurgie esthétique en attendant que les choses se tassent, laissant le temps à Irene de ne pas éveiller les soupçons et préparer ses bagages. Comme vous l'avez compris, le beau-frère et Irene ont une autre idée derrière la tête, Lou n'étant pas une lumière, accepte du moment qu'on lui agite une liasse sous le nez. Le piège est un épisode où se côtoient humour et grotesque, le tout réalisé par Michael J. Fox qui fait une apparition à la fin de l'épisode, nous gratifiant même de la présence du proviseur Strickland dans Retour vers le futur, mais cette fois-ci, c'est un rôle d'agent de police qui l'attend. Barry Bly est un comédien passionné mais souvent fauché. En quête du rôle de sa vie, il se voit régulièrement essuyer des refus, n'ayant pas le charisme et le physique idoine. Son entourage et ses agents l'enjoignent à faire usage de chirurgie esthétique et de petites retouches par-ci par-là, mais Barry ne l'entend pas de cette oreille et reste persuadé que toutes ces fariboles sont bonnes pour les gens sans talent, cherchant à améliorer artificiellement leur image pour compenser un déficit de jeu d'acteur. Il croise une vieille connaissance, Winton, l'archétype de la réussite, n'ayant pas la même vision des choses sur le métier que lui considère comme du mannequinat. Pour lui, l'art dramatique n'est que du folklore, l'essentiel c'est de jouer, même si ça implique de faire de la publicité. Pragmatique, il considère qu'il vaut mieux gagner de cette façon plutôt que de chercher éternellement un rôle shakespearien. Barry, justement, a vu une annonce pour jouer dans Hamlet, il compte bien montrer que c'est lui le rôle, d'autant que le temps presse, il vient de se faire expulser de son modeste appartement, sa copine en profitant pour mettre les voiles avec un autre type. Barry est un chat noir et un idéaliste, trop éloigné des réalités contemporaines, mais c'est aussi un homme optimiste qui attend un signe providentiel, et c'est peut-être dans ce théâtre lugubre qu'il trouvera le salut. Il assistera à une répétition sous le regard et les gueulantes d'un metteur en scène fantasque et excessif, repérant notre comédien en errance, accompagné de son
meilleur ennemi Winton, venu un peu pour chambrer Barry et se prouver que même dans un boui-boui, tout le monde se l'arrache. Il est beau et il le sait, et son physique correspond parfaitement à Hamlet. Barry est colère et profitera d'être seul avec Winton pour lui sauter dessus et l'étrangler. Ça y est, il tient sa vengeance et va quémander le rôle auprès d'Hallywell, le metteur en scène, en lui annonçant que Winton a démissionné de son rôle, mais qu'il peut parfaitement le remplacer. Le deal est accepté, Barry n'a plus qu'à se changer pour la première représentation. Malheureusement pour Barry, il s'agissait dès le début d'un malentendu, le casting n'était pas pour Hamlet, mais pour un tout autre personnage que je ne vais évidemment pas vous révéler, car je suis sûr que vous allez vite comprendre de qui il s'agit. Tête d'affiche est un épisode sympathique, la jalousie et la cocasserie de la situation en fait un épisode de choix. Pas d'hémoglobine dans cet épisode, mais un twist final réussi.